Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre émission Femmes pour 2023. Vous le savez, le roi de Belgique est en séjour en République démocratique du Congo. Mais quels sont donc les enjeux de cette visite dans ce pays? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Dorcas Boalelo. Elle est donc coordonnatrice du Consortium national des jeunes femmes leaders. Elle est experte en genre et militante pour les droits des femmes. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors d'abord, on va prendre l'écho de la centrale électorale avant d'entrer dans les vues de notre sujet. La CENI donc fait la sensibilisation pour la sécurisation du processus électoral à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément et on se retrouve juste après. Au nom du président de la centrale électorale, le deuxième vice-président Didi Manara Linga a voulu, avec ses interlocuteurs, trouver les stratégies appropriées pour sécuriser le processus électoral, précisément l'actualisation des cartographies opérationnelles et la révision du fichier électoral, sans oublier les scrutins eux-mêmes. Comme vous le savez, au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire pose problème. Les M23, les NALU, et ainsi de suite. Donc tous les groupes armés qui sont en train de sévir de ce côté-là posent problème dans l'opérationnalisation de nos activités. Nous sommes en train de lancer la révisitation de la cartographie opérationnelle et ce n'est pas aisé de travailler dans ce secteur parce que la paix pose problème. Voilà pourquoi nous avons lancé cette invitation au service de l'État pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos forces pour essayer d'améliorer cet état des choses. Alors bientôt, nous allons faire appel à nos partenaires financiers pour que nous puissions réunir les fonds nécessaires pour passer à la grande sensibilisation. Et cette sensibilisation va se passer à plusieurs niveaux, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, avec les groupes armés, les chefs coutumiers et consorts. Il y a trois objectifs principaux poursuivis. Le premier, c'est d'abord sécuriser les agents de la CENI qui sont notamment nos préposés à la collecte des données, nos préposés à l'enrôlement et à l'enregistrement des électeurs, nos agents qui vont bientôt passer à l'organisation du scrutin. Vous savez que lors du scrutin passé, la CENI avait perdu plus ou moins 27 de ses agents, dont 3 ont été égorgés. Nous ne voudrions absolument plus que cet état des choses puisse renaître lors du scrutin en cours. Nous voulons vraiment sécuriser et le personnel, le matériel, nos sites d'enrôlement. Mais deuxièmement, nous voulons également que les groupes armés soient également impliqués dans ce processus. Si nous pouvons obtenir une trêve pendant la réalisation de nos opérations, ça pourrait être une très très bonne chose pour la République. De leur côté, Marie-Claude Ngoulou, d'ICAB MNS, Mutombo Chilumbe Wakaniki, coordonnateur national adjoint du MNC CIRGEL, et Christelle Boulembi, conseillère au ministère des Droits humains, se sont réjouis des échanges qui visent au plus haut point la sécurité du processus électoral. L'Est de notre pays fait l'objet d'insécurité et depuis le mois de mai, nous avons tous assisté à la reprise une énième fois des activités subversives par le mouvement du M23. Cette question étant préoccupante, elle intéresse à un niveau très important pour mon organisation qui est à pied d'œuvre pour voir comment ensemble, avec le concours de toutes les parties prenantes et les pays de la voisin, ainsi que nos services de sécurité et de défense, pour que nous puissions pacifier notre pays. Et maintenant, le besoin est plus qu'accru, notamment également pour permettre à la CENI de commencer à réaliser les activités préalables à l'organisation des élections. Dans les attributions qui sont les nôtres, en tant que mécanisme de la coordination CIRGEL, nous avons à accompagner les élections dans notre pays, car c'est la base de la stabilité, sécurité, paix, ainsi que le développement que tout le monde souhaite dans ce pays. Ainsi, la CNI peut compter sur nous, ainsi que toute autre institution ici présente, pour le soutien approprié, et que cela est un devoir citoyen. Nous avions participé aujourd'hui à cette réunion
pour essayer de prendre en charge toutes les questions du respect des droits de l'homme, n'est-ce pas, dans toutes les zones à conflit, dans toutes les guerres ethniques ou encore dans toutes les guerres intercommunautaires. Donc le ministère des Droits humains s'engage à accompagner la CENI pour avoir des élections apaisées et inclusives. Au terme de ces échanges, toutes les parties prenantes ont pris le ferme engagement d'accompagner la centrale électorale et de s'impliquer pour que la paix revienne à l'est du pays avant les élections de 2023. Alors, Madame Dorcas Polelo, une fois de plus, bienvenue. Merci. Le roi Philippe est ici en RDC, vous le savez. Sa visite est considérée comme une visite historique, mais selon vous, que représente la visite du roi de Belgique ici en République démocratique du Congo? Comme l'indique d'ailleurs l'objet de sa visite, donc le roi de Belgique ici en République démocratique du Congo, il est venu pour justement restituer les œuvres d'art qui ont été récupérées par les colons à l'époque, et aussi la relique de Patrice Emery Lumumba. Et donc, je pense plutôt que la question devrait porter sur que devrait représenter cette visite, puisque c'est une visite historique depuis la décolonisation, depuis 1960. C'est vrai que en 2013, il y a le roi de Belgique, il était déjà ici au pays, mais celui-ci devrait porter sur un fait plus important, tel que les excuses et la réparation pour ce qui s'est passé, pour les faits commis pendant la période coloniale. Et c'est à ça que nous attendions. Malheureusement, ou encore malheureusement, voilà, c'est le mot qu'il faut dire, nous sommes uniquement restés sur des faits, la restitution des objets. C'est bien de restituer les objets, mais est-ce que c'est uniquement ça? Il n'y a que ça que le peuple congolais attend de la Belgique. Oui, avant d'arriver à ce qu'attendent les Congolais, c'est un peu ce que je dis, qu'est-ce que cette visite représente réellement pour les Congolais? Vous êtes déjà dans les regrets. Oui, exactement. Je ne sais pas parler au nom de tout le peuple congolais, puisque au moins en tant que chacun de nous éprouve un sentiment face à cette visite. Mais du point de vue globaliste, les peuples congolais ou beaucoup de partisans, de citoyens n'ont pas été très enchantés de l'objet de cette visite. C'est vrai que c'est une visite historique, c'est vrai qu'on restitue les œuvres d'art à la République démocratique du Congo, mais le peuple congolais attendrait plus de cette visite. Voilà pourquoi je parlais des excuses et de la réparation. Alors par cette visite, plusieurs parlent de l'hégémonie ou de la supériorité de la Belgique sur la RDC. Êtes-vous de cet avis? Oui, en effet, parmi les faits qui sont décriés, c'est les blessures causées par l'hégémonie de la Belgique sur la RDC. C'est-à-dire que les faits perpétrés pendant la colonisation, c'est vraiment parmi les éléments qui ont fait en sorte que il y a encore des blessures en fait. Et le peuple congolais s'attendait plutôt à des excuses et à la réparation, mais malheureusement, nous sommes tombés sur la restitution des objets. Oui, c'est vrai, restituer les œuvres d'art, c'est une chose. La relique de Lumumba, c'est une chose, c'est une très bonne chose. Ce sont des faits encourageants, mais je pense qu'il fallait commencer par les excuses. Ensuite, dans le processus de réparation, on pouvait compter la restitution des objets. Donc, selon vous, le regret du roi Philippe vis-à-vis des Congolais est un rituel? Le regret, le roi Philippe l'a manifesté lors d'une correspondance il y a quelques années. C'est déjà un fait. Et au cours de son point de presse pendant son séjour. Et d'ailleurs, c'est déjà un pas, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas seulement de regretter un fait, d'être désolé d'un fait, mais il est aussi important de présenter des excuses. C'est vrai que le roi Philippe et le peuple belge actuel n'est pas
du tout responsables des faits perpétrés par leurs aïeux, mais ils sont responsables moralement, puisque il y a eu les conséquences, en fait. Il y a des conséquences des blessures de la colonisation que nous sommes encore en train de vivre à ce jour. Alors, entre les excuses, la réconciliation, la restitution, la réparation de la Belgique, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Ce qui est prioritaire, comme je l'ai dit, cette visite, qui est d'ailleurs historique, devrait porter premièrement sur les excuses. La Belgique devrait reconnaître les faits que l'acte de la colonisation, la traite, l'esclavage, c'était des violations de droits humains. C'est une forme de crime, ou encore pour ne pas dire c'était un crime contre l'humanité. C'était un crime contre le peuple congolais, et que par ce fait, la Belgique devrait présenter les excuses. D'abord, ensuite, la Belgique devrait entamer le processus de réparation. Parce que les excuses, d'ailleurs, c'est vrai que c'est juste pour des raisons morales que l'on exige des excuses. Parce qu'en réalité, en droit, les excuses sont inopérantes. Lorsque les faits sont causés, il faut une réparation. Voilà pourquoi, après les excuses, pour des raisons morales, il faut une réparation. Et c'est ce n'est qu'après cette réparation que nous pouvons réellement envisager une réconciliation et imaginer un avenir commun. Alors, en termes de réparation, qu'est-ce qui doit être exactement fait selon vous, au-delà de la restitution des œuvres d'art qui ont été ramenées en Belgique? Comme je le disais, nous avons des jurisprudences telles que, comme l'Allemagne d'ailleurs a pris coutume, l'Allemagne a présenté des excuses à la Namibie. Ils ont présenté des excuses et ils ont entamé le processus de réparation en octroyant pratiquement plus d'1 milliard de dollars, surtout pour le peuple qui avait été touché par les génocides. Ça s'est passé aussi, l'Allemagne l'a encore fait avec la Pologne. L'Allemagne a présenté les excuses. Et donc, je pense que cette réparation ne va pas forcément consister à dédommager le peuple congolais des faits qui ont été commis pendant la colonisation, parce qu'on ne sait pas restituer les vies perdues, mais c'est juste un processus de réconciliation. Il y a plusieurs qui sont déjà même plus en vie. Qui va nous permettre d'imaginer un futur ensemble. Et donc, par réparation, je vois par exemple la suppression de la condition d'obtention de visa pour les raisons d'études, pour des raisons de recherche scientifique et pour des raisons de santé, par exemple. C'est par exemple les moyens des réparations, au-delà du fait qu'ils ont restitué les biens qui ont été volés ou pillés pendant la colonisation. Et au-delà de ces faits, aussi que la Belgique puisse s'engager à soutenir le développement de la RDC de manière gagnant-gagnant. Donc, envisager un partenariat gagnant-gagnant. C'est vraiment de cette manière, il n'y a que de cette manière que nous n'allons pas oublier ce qui s'est passé dans le passé, mais nous allons plutôt repenser notre présent pour améliorer notre futur. Mais en demandant la suppression de visa pour des raisons d'études, vous connaissez un peu le Congolais, la Belgique sera remplie. Hein? Oui, en effet, que représente cette immigration congolaise à la Belgique aux faits perpétrés par la Belgique à la RDC pendant la colonisation? C'était une invasion. On nous a dépouillés, identitairement, ça c'est le plus. On nous a dépouillés de notre identité, on nous a dépouillés de nos origines, on nous a dépouillés de beaucoup de choses. Que représente cette immigration? Même si je ne l'encourage pas, mais qu'est-ce que cela représenterait à ce que la Belgique a fait à la RDC? Je pense que ça serait un processus. Ça sera un processus de réconciliation. Mais après, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. Exactement. Il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement, puisque effectivement, il faudrait qu'il y ait des garanties que les étudiants qui iront
de l'autre côté, il faut qu'il y ait des garanties que ce sont des étudiants qui vont revenir, ou encore, oui, réellement d'abord des étudiants réellement inscrits, parce qu'ils seront assujettis à un certain critérium, notamment il faut être déjà inscrit là-bas, et pour être inscrit là-bas, il y a tout un processus qui est mis en place, rigoureux d'ailleurs, et donc je ne pense pas que ça serait, ça pourrait poser préjudice. J'espère qu'on vient pas seulement plaider au nom des jeunes femmes leaders ou des jeunes qui font partie peut-être de votre consortium, qui veulent aller étudier en Belgique, qui veulent aller avoir certaines formations en Belgique. Vous parlez vraiment au nom de la jeunesse congolaise. Oui, en fait, je ne suis pas en train de plaider uniquement pour une catégorie que nous sommes. Non, je suis en train de plaider pour tout le peuple congolais parce qu'il faut que l'on puisse en arriver à une réconciliation. Parce que jusqu'à présent, la Belgique doit comprendre que le peuple congolais est encore blessé. Nous avons encore les blessures de la colonisation. Il y a les marques, il y a encore les marques de tout ce que nos aïeux ont vécu, de tout ce que nos ancêtres ont vécu. Nous les avons encore. Mais qu'allons-nous faire? Est-ce que nous devons rester, nous apitoyer sur notre sort? Non, parce que la Belgique nous a maltraités. La Belgique, non, pas du tout. On devra plutôt avancer. Et le fait que je puisse demander à ce que l'on puisse avancer ne signifie pas que je suis en train de justifier l'hégémonie de la Belgique sur la RDC. Non, l'hégémonie de la Belgique sur la RDC, c'est un fait historique qui est resté. Mais cela ne démet pas non plus la RDC de sa responsabilité du développement. Parce que ça, c'est encore un autre fait. Parce qu'on est tout le temps, voilà... si la RDC n'est pas développée, c'est à cause de la colonisation, c'est parce que les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait cela. Mais qu'avons-nous fait depuis que la Belgique est partie, depuis que les Belges sont partis, ont quitté la RDC? Qu'avons-nous fait de ce pays? Qu'avons-nous reçu de ceux qui sont venus juste après la génération de la Belgique? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu le discours du roi Baudouin, et parmi les éléments, lors de la colonisation, je pense que c'était un élément historique. Parmi les éléments qu'il avait étayés de ce que la Belgique avait légué à la RDC à l'époque, vous n'allez comparer, aucun président n'a déjà réalisé cette performance. Et nous sommes en train de parler de plus de 60 ans après. Et donc, c'est regrettable de toujours penser que notre faute vient de l'autre. C'est vrai que l'autre a contribué à notre sous-développement, mais on a tous les moyens, on a tous les atouts pour nous relever et reconstruire un pays meilleur. Et je pense que le processus de réconciliation par les excuses et la réparation en ferait partie. Donc, le Congolais doit arrêter de s'apitoyer, avancer et voilà, on va peut-être espérer un avenir en commun avec la Belgique. Parce qu'au final, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Aujourd'hui, les relations entre la Namibie et l'Allemagne s'est beaucoup améliorée. La relation entre la Pologne et l'Allemagne s'est beaucoup améliorée, notamment d'ailleurs, même si le président Macron n'avait pas voulu le prononcer nommément, la responsabilité sociale de la France par rapport au génocide rwandais. Mais au moins les relations se sont améliorées et on voit le club parisien qui fait la promo du Rwanda et on voit le Rwanda qui est un pays, un membre observateur à la francophonie, prendre le relais de la francophonie, où d'ailleurs la France a beaucoup plus de largesse. C'est que le Rwanda a été beaucoup plus souple que la RDC vis-à-vis de la Belgique. Vis-à-vis de la France. Oui, c'est exact. Non, je dis la RDC, le Rwanda a été plus souple vis-à-vis de la France que la RDC vis-à-vis de la Belgique. Oui, justement, il faudrait que l'on soit exigeant en fait. Ça, c'est ça que j'aurais recommandé à notre chef d'État. Et que l'objet de cette visite ne devrait pas simplement reposer sur la restitution des objets. Non, on devrait être plus exigeant en se disant la vérité. On ne peut pas avancer tant qu'on se leurre la face. On ne peut pas avancer dans l'hypocrisie. Et que le président devrait accepter d'abord de discuter avec son homologue, avec le roi de Belge, autour de cette question de la colonisation, des faits que cela, des conséquences que cela a pu
pu produire et d'envisager et d'exiger les excuses et la réparation. Ça devrait s'exiger. On devrait exiger de la Belgique des excuses. Les excuses, c'est juste pour des raisons morales. Mais la réparation encore plus. Il faut une réparation. Pas pour dédommager, leur démettre des faits historiques, mais tout simplement pour envisager une forme de réconciliation et essayer d'avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Je l'ai dit, vous êtes également experte en genre. Oui, Hier, le couple royal belge a échangé avec les femmes leaders autour du genre, la parité, la participation politique des femmes en RDC. À quoi cela va aboutir réellement, selon vous, ces échanges? Ce qui est sûr, les échanges, on dit toujours qu'au choc d'idées que j'ai eu la lumière. Moi, je dis toujours encore que si on appelle le XVIIe siècle le siècle des Lumières, c'est tout simplement à cause des nouvelles idées philosophiques émises par les penseurs. Et donc, je pense que c'est toujours important d'avoir des discussions autour du devenir des femmes à l'ère où l'égalité est menacée par beaucoup d'obstacles. Et je pense que ces échanges, je n'ai pas participé aux échanges, je n'ai vraiment pas encore suivi de très près le contour de ces échanges, mais je pourrais avoir une idée parce que c'est vraiment des sujets courants, les questions d'actualité, la participation des femmes. Et donc, je pense que ces échanges-là pourraient aboutir à quelque chose dans le sens que d'abord, c'est des échanges d'idées. Ensuite, de ces échanges d'idées pourraient s'en suivre des plaidoyers. Certainement, peut-être que les femmes ont eu l'opportunité de porter encore leur voix devant le président de la République pour rappeler les différents engagements que la RDC a pris aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Et encourager le chef de l'État dans le processus, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des normes, beaucoup d'efforts de la part du chef de l'État en faveur de l'égalité, mais cela ne suffit pas. Alors, on va prendre notre dossier, justement, qui donne la parole aux hommes. Qu'est-ce que ces hommes pensent de la parité? Qu'est-ce qu'ils pensent de la représentativité des femmes 50-50? On va le dossier et puis on va faire sur notre dossier. La participation des femmes dans la politique active est différemment perçue par les hommes. Si les uns sont d'accord pour voir des femmes en politique pour l'émergence du pays, les autres sont loin d'accorder la moindre chance à la femme, pire encore de reconnaître et respecter la parité 50-50. Selon Eric Pongo, habitant de la commune de Lingwala, ce n'est pas mauvais de laisser la femme faire de la politique. Elle a étudié, elle a des capacités d'apporter un plus dans le développement de la RDC, à l'instar de Eve Bazaïba. Bon, pour nga, les hommes habités, ma maman, bon, ce maman qui est là, si, a comme une capacité, morobo ya koki ko ça la politique, et ko ça la malam, pour parce que biso nyonso, na toyebi que moi ça uta na mopanzi na biso, les nzamba asali ada, ayo ko ça la Eve, comprendre? Malgré tout, on a même na mabala. Basi bazaka toujours na kati ya makanisi ya koyede mobali. Donc bakoki kozala pe na makanisi na kati ya politique ya mboka na biso ya kobakisa implice. Donc baza banyama te. On comprend? Baza ba mama, babotaka biso, babanda ko éducation, toza mikie baza ko éduquer biso ti tokoli. Donc côté ya kozala na makanisi ya kosangana na ba mama totambusa mboka eza mabete. Mama Bazaïba. Tala, aleki na mibali misu na mututi. Mama Bazaïba wana. Aza mama ya makasi. Tobani ko bunda naye awa papa Etienne Kisere d'Azali. Tobani ko bunda naye na ba marche. Mama no zala le devant. Aoza liboso to kotambola na yeboyi. Mama Bazaïba wana. Place Azali na pesi mbote. Magenda na kutani na soane te mais na mone na musika na ba marche. Donc likanisi wana eza mabete. Eza likanisi ya malamu. Et faut ba luka ba mama oyo. Par contre, Nono Alemba pense qu'il est difficile d'accorder la parité 50-50 à la femme. Pour lui, la femme demeure un être faible qui doit être toujours protégé par l'homme malgré ses études. Elle a ses droits, certes, mais pas la parité 50-50.
Bon, à propos de la femme dans la politique, il y a bien. Il y a ma bête, il y a bien. Il faut pas quota, il faut pas ça là. Mais il y a 50-50. Parité. Parité, on a 50-50. Et ça, idée à malamu pensate. Même dans la Bible, moi c'est à quoi qu'on a mis balité. Même dans la Bible, c'est mon qui moi c'est azoté, mi bail babani moi c'est azoté. Et ça quitté. Baza vraiment, baza utile dans la société. Mais il y a parité, moi retambolate. Yo tel na ba maman ne baza na moi kilo na bango. Politique c'est moi rapidité et puis vitesse quoi. Bon, ceux qui basent à 50 maman comme maman c'est bon. Mais ceux qui basent une photo de bandero n'a pas dit pépé, ils ont vitesse. Ils ont vraiment vitesse. Mais pour la politique c'est bon, mais pour la parité 50-50, ils ont bien été. Vraiment bien été. Comme on le voit, la participation des femmes en politique, surtout dans les contextes congolais, divise les hommes. Mais les capacités intellectuelles de la femme sont des atouts considérables dans le développement de la RDC, selon une opinion interrogée. Alors, Madame Dorcas Prélo, vous avez suivi ce dossier. Vous voyez encore des hommes qui pensent que les femmes demeurent les êtres faibles. Elles doivent toujours être entourées des hommes. Pensez-vous qu'avec ces genres de réflexion, un jour, la République démocratique du Congo parlera de parité 50-50 ? Je le crois parce que la parité, c'est un idéal. C'est un peu comme la justice. C'est quelque chose qu'on est en train de poursuivre. Tout en espérant qu'on l'atteindra. C'est bien déplorable qu'il y ait autant d'hommes qui pensent de la sorte. Cet homme qui a parlé, qui s'est exprimé, ne représente qu'une frange. Et ça représente toute une mentalité. C'est une mentalité. Et cette mentalité-là est occasionnée par le diktat de la société. C'est lorsque la société, l'ensemble des différents stéréotypes qui ont été mis en place pour convaincre à la société et je parle de convaincre à la société parce que la manière de penser de cet homme, c'est aussi la manière de penser de plusieurs autres femmes. Vous serez certainement surprise. Peut-être qu'un peu plus de femmes d'ailleurs qui penseraient que voilà, il y aura pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc c'est comme ça que je dis, c'est un diktat qu'il faudrait déconstruire. Ce sont des stéréotypes qu'il faudrait déconstruire. Et je pense que il faudrait plus de il faudrait qu'il y ait plus plusieurs mécanismes soient mis en place pour déconstruire, parce que tout commence par là, le diktat de la société, la manière dont les parents élèvent les enfants au sein du ménage, la manière dont les enseignants présentent le cours dans les salles des classes, la manière dont le prêtre à la paroisse, le pasteur à l'église, l'imam à la mosquée, la manière dont ils présentent les choses, c'est en fait ça qu'il faudrait, qui sont les éléments d'influence sur les constructions sociales. Alors, toujours à ce propos, vous suivez certainement l'actualité. Il y a eu un amendement qui a été apporté à l'article 13 de la loi électorale, notamment ce qui veut dire la liste électorale, la liste d'un parti politique qui représentera 50-50, donc 50 hommes, 50 femmes, 50%, 50%, sera exempté de la caution. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une avancée? Ah oui, je pense que réellement c'est une avancée. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup participé dans les travaux sur la réforme de la loi électorale, et où le tout dernier, on était en train de discuter sur cet article, et parmi les éléments qui sont proposés, moi j'ai jamais partagé. D'abord, premièrement, j'encourage cette mesure, qui est une mesure incitative et démocratique d'ailleurs, parce que vouloir la parité ne signifie pas qu'il faudrait marcher sur la démocratie. D'abord, parce que cette mesure, elle est une mesure incitative à la parité pour encourager les partis politiques à aligner autant d'hommes que les femmes dans les partis politiques. Alors, par rapport aux différentes revendications
des femmes, qu'il fallait carrément rejeter les listes électoraux, les listes qui n'auront pas atteint la parité. Cette mesure-là, elle ne serait déjà pas passée parce que dans les partis politiques, c'est un domaine privé, premièrement. Et que si l'État devrait réguler un domaine privé, il faudrait tenir compte de beaucoup de contours. Les femmes ne sont pas dans les partis politiques. Si, elles sont dans les partis politiques, mais seulement que les femmes sont dans les partis politiques. Dans très peu de partis politiques placent les femmes dans des postes assez visibles ou des grands postes de responsabilité. C'est ça, elles sont la plus figurantes, elles sont au protocole, elles sont en train de travailler dans la Ligue des femmes. Très peu de femmes secrétaires générales de partis politiques. En fait, elles sont là. Mais elles se cachent, c'est quoi? C'est toujours à cause de la présentation. Je vous ai juste ramené pour vous dire qu'elles sont présentes, mais simplement... Permettez-moi de finir quand je dis que les femmes ne sont pas suffisamment présentes, c'est le mot qu'il fallait que j'utilise dans le parti politique. Comment elles veulent être autant alignées que les hommes? Les femmes ne contribuent pas, nombreuses, ne contribuent peut-être pas à la même hauteur que les hommes dans les différents partis. Oui, la contribution financière, parce qu'elles sont pauvres. Ça, c'est encore un autre élément. Combien de femmes sont des cadres dans les partis politiques? Combien de femmes participent à la création de partis politiques? C'est vrai qu'il y a des causes exogènes, c'est-à-dire que les conceptions culturelles, les stéréotypes, tout ce que nous voulons dire. Mais je pense aussi qu'il y a des causes endogènes. Il faut une remise en question et qu'il faudrait que l'on encourage les femmes à adhérer dans les partis politiques. Et lorsqu'elles adhèrent dans les partis politiques, à participer efficacement, à ne pas s'adonner dans les excuses. Parce que ce qui est sûr, les femmes sont super en excuses. Je vais vous partager une petite expérience. Nous avons travaillé sur la formation des femmes dans un domaine. Il ne s'agissait que les femmes puissent s'enregistrer en ligne. Il ne s'agissait que de ça. En plus, de cette formation allait en découler un offre d'emploi ou l'embauche de cette formation. Il ne s'agissait que donc de s'enregistrer. Mais les personnes qui étaient le plus intéressées, c'était les hommes, premièrement. Et les femmes qui se sont enregistrées, nous avons pu avoir au total 100 femmes qui se sont enregistrées. Ça combien d'hommes? Non, c'était une formation 100% femmes. Mais c'était d'abord les hommes qui étaient plus intéressés. Mais nous avons eu 100 femmes. Et sur les 100 femmes que nous avons pu avoir, comment nous les avons eues? La majorité n'a déjà pas réussi à s'enregistrer directement. Donc, il fallait trouver d'autres méthodes pour aller les chercher, par-ci, par-là, faire le terrain pour aller les recruter. Nous l'avons fait. Ensuite, sur les 100 femmes, nous avons commencé le processus de prise de contact. Sur les 100 femmes, il n'y a pratiquement que 10 femmes qui ont répondu quand on les avait écrits par mail. C'est un autre problème. Ça vient de loin. Et sur les 10 femmes, nous avons commencé à appeler. Au total, nous avons fait les messages. Et par les messages sur les GCM, nous n'avons pu récupérer que 20 femmes. Et lorsque nous avons fait entamé le processus d'appel pour les appeler pour venir commencer à passer par le test, nous avons eu 30. Je me dis que si on faisait le contraire, si on les avait mises contre les hommes, on aurait eu un nombre plus élevé. On a donné à tout le monde les mêmes chances, mais sur un genre, il y a encore une sorte de lourdeur. Je pense que c'est déjà, pour répondre à votre question, c'est un avancée considérable. Et je soutiens d'ailleurs ça, même si je continue à penser qu'il y aura des partis politiques, comme en France, qui seront prêts à payer la caution. Est-ce que c'est exactement pour ce que j'ai dit? Connaissons le fonctionnement de nos partis politiques. Oui. Est-ce que ça sera appliqué? Ça sera déjà ça, parce que les partis seront prêts. Ils n'ont pas un problème avec leur caution. Eux, ils vont payer leur caution, mais ils ne sauront pas aligner les femmes. Ça, c'est un fait. Mais il faut encore des efforts considérables de la part de la société civile. Au lieu de toujours revendiquer la réforme, oui, mais il faut des mesures d'encadrement et d'accompagnement de cette réforme. Et donc, les femmes, surtout dans la société civile, devraient continuer les actions de sensibilisation
pour encourager les femmes à adhérer dans les partis politiques. Et lorsqu'elles sont dans les partis politiques, à occuper des fonctions. Non, pas d'abord à occuper des fonctions, à adhérer. Après l'adhésion, à être régulière, participative, ensuite occuper des fonctions. Parce qu'on ne peut pas donner des fonctions à une personne qui n'assiste pas dans les réunions de partis politiques. On ne peut pas donner des fonctions à une femme qui ne sait pas donner des rapports, des activités, prendre des initiatives. Il y a tous ces éléments. Je viens de voir une dame dernièrement, Maître Arlette Odia, que je salue d'ailleurs en passant, qui a fait son adhésion au sein du PPRD. J'ai encouragé une femme avec un tel aura. Elle n'aura pas une fonction de protocole au sein d'un parti politique, pas du tout. Elle aura un poste, elle adhère en tant que cadre, elle a mené une action forte et ce sont les genres d'actions que les femmes devraient mener. Mais malheureusement, les femmes, on préfère adhérer dans les partis politiques, mais rester en arrière. C'est que je pense que nous, en tant que société civile, nous devons mener deux combats. Pendant que nous sommes en train de mener un combat pour les réformes des lois, il faudrait que nous puissions mener aussi le combat de sensibilisation afin de booster les femmes à adhérer dans les partis politiques. Et cela pourrait aussi atteindre le niveau de l'éducation, où j'insiste d'ailleurs. Il faudrait que ça commence à la base. On devrait encourager les petites filles à être des chefs de classe. On devrait encourager les étudiantes à postuler, même si elles vont perdre. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à l'université de Kinshasa, où j'ai obtenu ma licence, je postulais quand j'étais en première année. Tout le monde me disait, mais pourquoi tu veux postuler? Tu es une femme. Voilà, d'ailleurs, tu seras exposée. J'ai dit non. C'était des stéréotypes. J'ai dit non, moi, j'avance. J'ai postulé. Mais arrivé, on devait faire les tests et tout. C'est pas pour faire une apologie de moi, mais j'étais la meilleure. Mais on m'a mis de côté carrément parce qu'il fallait placer un homme obligatoirement. Donc vous voyez déjà que... Vous avez essayé. Exactement. Alors les femmes, vous avez compris, hein, il faut se former, il faut s'imposer par le travail bien fait. On peut bien réclamer la parité, on peut bien réclamer l'égalité de sexe, mais il faut s'imposer par le travail bien fait. Alors, Madame Dorcas Boilelo, je crois, Boilelo, on tend vers la fin de l'émission. Vous étiez coordonnatrice du consortium de jeunes femmes leaders. En quoi consiste ce consortium? En quelques mots. Alors, le consortium de jeunes femmes leaders est une organisation qui a été mise en place, un réseau qui a été mis en place depuis 2016 par plusieurs organisations, notamment le principal, on a le Congrès international congolais, le JNS, ensuite CEFLEG et d'autres organisations telles que CREJ. Alors, c'est une organisation qui regroupe les organisations de jeunes femmes afin de militer pour le droit de jeunes femmes particulièrement et la participation politique des femmes dans les instances décisionnelles. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'était un plaisir. Alors, je rappelle que nous avons reçu Madame Dorcas Boilelo. Elle est coordonnatrice du consortium de jeunes femmes leaders, experte en genre et militante de droits des femmes. Avec elle, nous avons parlé principalement des enjeux de la visite du roi Philippe, le roi de Belge, ici en République démocratique du Congo. Et nous avons également abordé quelques sujets sur l'actualité. Merci à vous d'avoir suivi Femmes pour 2023. Merci, c'était un plaisir de vous le présenter. On se retrouve très prochainement. On se lève pour se